questions de santé publique au menu de votre émission Débat du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Affaire glyphosate, l'un des sujets les plus médiatisés ces jours-ci à l'international, défraie désormais la chronique au Bénin, évoquée déjà un an plus tôt, soit en mai 2017, par un environnementaliste, mais aussitôt rangé au placard, il ne connaîtra même pas une oreille attentive, autre mesure, un an plus tard. Sous les plumes du député de l'opposition Guy Mitopé, des questions d'actualité adressées à cet effet au gouvernement resteront jusqu'alors sans suite. Pas de réaction de l'Assemblée nationale, pas de réaction non plus d'autres corps constitués de la République. Il aura fallu qu'un tribunal américain inflige la lourde amende de 190 millions d'euros à la société Monsanto pour la dangerosité du produit ayant été à l'origine du cancer d'un jardinier pour observer comme une levée du bouclier général. Professionnels des médias, société civile, acteurs politiques, d'interpeller alors, à leur tour, le gouvernement talon. Du réfifi autour de l'usage du glyphosate au Bénin. Une réelle affaire de santé publique ou pure diversion. C'est bien le terme qui nous réunit ce jour-ci. Mesdames, Messieurs, le débat, c'est tout de suite, c'est maintenant. À ma gauche, l'homme qui aura été le premier vent debout contre l'usage du produit au Bénin. Enayon Brice Sohou est son nom, docteur en gestion de l'environnement. Il est spécialiste des questions des risques et catastrophes. Voilà. Enayon Brice Sohou, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup à vous aussi. Le plaisir est partagé. En face de lui, Robin Akombessi, l'homme qui prend depuis peu fait écose pour la voix des sans-voix. Acteur de la société civile, il est le président de l'ONG La Voix des consommateurs. Robin Akombessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. Annoncé comme une banalité quelques années plus tôt, le sujet rattrape finalement les Béninois. L'usage du glyphosate. Un sujet qui semble désormais donner l'insomnie à plus d'un. Et dans Brissou, on se rappelle ce mois de mai où vous avez donné l'alerte et tout ce qui a suivi. Aujourd'hui, vous apparaissez un peu comme le prophète. Mais alors, beaucoup se demandent, est-ce que le Bénin est vraiment concédé par ce sujet ? Le Bénin est très concerné par ce sujet. D'ailleurs, il y a quelques mois, quelques semaines, le ministère de l'Agriculture, le gouvernement a reçu dans nos ports 500 000 litres, dont 900 000 litres de glyphosate dans du plastique. Ce glyphosate reconnu probable cancérigène 2A depuis les années 2015 par le Centre international de recherche pour le cancer, ce qui a d'ailleurs fait l'objet du lancement de la campagne l'année dernière Bénin sans pesticides. Ah oui, on en est à ce niveau actuellement. Donc le député qui par la suite, à votre suite, comme grande voix pour poser des questions au gouvernement, ceci avait été tassé d'intrigue politique, donc il n'en est rien. C'est un sujet sérieux. C'est un sujet sérieux et moi, d'ailleurs, l'année dernière, il y a eu le jugement de Monsanto, le lobby mondial donc, de ce glyphosate qui est dans le Roundup, au tribunal international citoyen de la Haye, où il a été jugé pour crime écocide. C'est d'ailleurs durant cette période que j'ai lancé la campagne, quelques semaines après donc qu'on ait jugé Monsanto, parce que c'est reconnu comme un crime de guerre. Et d'ailleurs, la Convention de Rotterdam reconnaît les molécules chimiques aussi dangereuses pour l'humanité et la nature comme des armes d'invasion massive. Donc c'est aussi reconnu comme un crime de guerre. Aujourd'hui, quels sont les rapports alors que vous entretenez avec le gouvernement au regard de l'évolution que connaît ce dossier? Vous savez, j'étais à Montréal, au Canada, il y a quelques mois, quand j'ai appris qu'on a encore reçu, malgré mes alertes, donc de milliers de litres de ce glyphosate-là. J'ai informé les autorités compétentes. J'ai lancé des alertes parce que sur toute l'échelle du territoire national, les populations sont en train de recycler les plastiques de glyphosate pour consommer du lait, pour conserver du lait de vache qu'on utilise. Oui. Sérieux? Sérieux. J'ai partagé des images sur Facebook, j'ai fait @ gouvernement du Bénin, j'ai proposé même la création d'une agence des risques et catastrophes au gouvernement. Le chef de l'État l'a reçu, il l'a transmis au ministre du cadre de vie qui m'a reçu sur ses instructions. On en est où avec ça? J'ai été écarté, mais je vous dis, les populations sont en train de recycler ces plastiques de glyphosate pour conserver le vin de palme. J'ai partagé des images, le gouvernement est au courant. Vous avez été reçu, dites-vous tout à l'heure. Alors, cela dit qu'il y a eu quand même quelques avancées. Il y a une démarche quand même. J'ai été
presque toujours, et le chef de l'État m'a presque répondu quelques jours après le dépôt de mes courriers. Au plus 72 heures, j'ai constaté. Mais malheureusement, c'est que j'ai fait tellement de propositions et à part même qu'on m'ait écarté au ministère du cadre de vie, j'ai proposé par le biais du gouvernement au ministère de l'Agriculture la création d'une agence d'agriculture de précision où on a la possibilité d'utiliser au moins des drones pour évaluer les besoins en matière organique et même les menaces que sont les adventices, les mauvaises herbes, parce que c'est pour détruire les mauvaises herbes qu'on utilise cet herbicide-là qu'on appelle le glyphosate. On peut utiliser donc des drones et évaluer et optimiser parce qu'on fait assez de gaspillage. Et je vais vous dire, à l'instant où je vous parle, c'est que le gouvernement n'est pas en mesure, ils peuvent répondre, n'est pas en mesure de nous donner une estimation du niveau de pollution de nos nappes phréatiques, de nos cours d'eau. L'eau de la Sonève, quand vous allez au barrage d'Opara, on a des preuves scientifiques, on a des dizaines de preuves scientifiques d'ailleurs de la présence de ce glyphosate dans le sang humain, dans le sang des diabétiques. Au Bénin ? En République du Bénin. J'ai les preuves scientifiques devant moi. Le gouvernement est au courant de ça. En plus, je vais vous dire, l'eau de la Sonève est le premier vecteur des pesticides en République du Bénin. Vous consommez de l'eau de la Sonève à Parakou, vous allez au barrage d'Opara, on a les preuves, il y a les preuves scientifiques. Et donc, c'est une question d'intérêt public. Et vous savez, depuis quelques jours, si on a réellement un ministère du cadre de vie, si on a réellement un gouvernement qui défend l'humanité et la nature, c'est que cette alerte, le jugement de ce lobbying mondial doit permettre à ce que l'autorité prenne ses responsabilités. Ils ont passé quel communiqué? Le ministre du cadre de vie a passé quel communiqué aujourd'hui pour nous dire que ce produit est dangereux ou pas? Oui, on n'a pas encore eu de communiqué. Je vous reviens, mais Robin Akombessi, c'est une question qui désormais semble préoccuper de plus en plus les Béninois. Si Nayon a été vu comme quelqu'un qui va chercher la petite bête noire là où il n'y a pas, on constate aujourd'hui que la préoccupation semble être partagée par grand nombre de citoyens. Vous, à votre niveau consommateur, défendant la cause des consommateurs, est-ce que vous avez eu aussi des retours ou ça paraît aussi une préoccupation lointaine à votre niveau? Non, d'abord, je dois remercier M. Enayon Sow parce que la problématique s'est posée, ça fait très longtemps. On utilise le glyphosate dans notre pays, ça fait plusieurs décennies. Mais malheureusement, les organisations de consommateurs ont toujours souhaité travailler avec la communauté scientifique, mais il n'y a pas encore vraiment eu ce contact qui va nous permettre d'optimiser nos actions et de mieux communiquer. Parce que vous imaginez, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites, mais malheureusement, ces études n'ont pas encore été rendues digestes pour que le citoyen consommateur ordinaire perçoive le caractère gravissime de la situation. Il aura fallu qu'il soit rendu digeste aussi pour qu'on explique à nos honorables députés à l'Assemblée le risque que nous courons d'ici peut-être 30 ans, d'ici 50 ans. Qu'est-ce que le consommateur va devenir du point de vue sanitaire? Quel est l'état aujourd'hui des produits agroalimentaires que nous consommons? Quand il parlait tout à l'heure du lait de vache et puis du vin de palme qui sont conservés dans des bocaux qui ont été recyclés contenant auparavant du glyphosate. Vous savez, c'est un problème que j'avais soulevé récemment dans un séminaire, au cours d'un séminaire, où on avait fait une étude, une cartographie sur la gestion de l'eau, la consommation de l'eau par les populations. Parce que vous savez, malheureusement, plus de 60% de la population n'a pas encore vraiment accès à l'eau potable. Et donc, les gens sont obligés parfois de prendre ces bocaux-là pour aller puiser de l'eau. Vos chiffres-là restent toujours actuels avec les efforts du gouvernement actuel? Non. Je dis, ça, c'est les chiffres qui existent dans les livres. Peut-être que si le gouvernement a de nouveaux chiffres, que les statistiques nous soient sorties. Mais pour l'instant, c'est des chiffres que nous, on avait, qui sont dans les livres. Et donc, malheureusement, c'est toujours ça la réalité. Et je dis, aujourd'hui, on aurait tellement souhaité qu'on éduque les populations pour que les gens cessent d'utiliser. D'abord, j'avais même suggéré, puisque la SONEB était là, et un certain nombre de représentants des partenaires par rapport à l'eau, j'avais suggéré que le gouvernement prenne par exemple des mesures pour interdire la commercialisation de ces plastiques-là qui en temps ont conservé pas seulement le glyphosate, mais les produits chimiques de façon générale utilisés dans les industries. Mais
Vous savez, c'est un sérieux problème et moi je crois que nos acteurs politiques devraient, au-delà d'un certain quiproquo que ça peut soulever, puisque il y a des gens qui sont du régime actuel qui sont dans cette activité, au-delà du quiproquo politique, qu'on fasse de cela une question de santé publique. Mais est-ce qu'en soi, la préoccupation est d'abord une question de santé publique, pour qu'ensuite on en fasse une question de santé publique? Ah oui, c'est une question de santé publique parce que, vous savez, aujourd'hui, tout ce qui est produit du point de vue agroalimentaire aujourd'hui a forcément une certaine... est impacté par ces produits. Puisque quand vous allez dans les champs au nord, c'est probablement dans les mêmes champs qu'on produit le coton, qu'on produit encore le maïs, qu'on produit le mil et tous les autres. Quand vous prenez par exemple même le lait de vache, il se fait que ces vaches vont consommer l'eau des eaux territoriales qui sont dans le septentrion, qui sont déjà souillées, contaminées, et donc forcément le lait produit par les vaches aura ou contiendra forcément des traces de cette molécule-là. Donc, pour nous, aujourd'hui, on ne peut plus s'amuser avec. Et vous savez, ces eaux, ça contient du poisson. C'est de façon globale toute la flore et toute la faune qui sont menacées. Vous dites de façon globale, oui, qui sont menacées. Mais à l'étape actuelle, est-ce qu'on peut dire déjà, toutes mes excuses, que le mal est aussi avancé pour donner des alertes aussi fortes que celles que vous donnez? Vous êtes pratiquement aussi en campagne contre l'utilisation de ce produit-là. Pour ce qui nous parvient, il se dit que l'usage est beaucoup plus dans une partie du pays et qu'on pourrait plutôt circonscrire le mal à ce niveau que de donner ces alertes si fortes que vous donnez. Vous savez, en tant que géographe et spécialiste des systèmes d'information géographique avant d'être spécialiste des risques et catastrophes, le bassin versant, c'est l'ensemble des eaux drainées par un cours d'eau. Lorsque vous bourrez le bassin de l'Ouémé et lorsque vous êtes par exemple au centre Bénin, ça suit le circuit d'écoulement de l'eau jusqu'au lac Nokoué. Le lac Nokoué est devenu le lieu d'accumulation de tous les pesticides provenant du nord. Le lac Nokoué. Mais on consomme les poissons. On a eu même la preuve que dans la vallée de l'Ouémé, tout ce qu'on a comme poisson, tout ce qu'on a comme cours d'eau, tout est bourré de ces pesticides-là parce que l'eau suit ce qu'on appelle le gradient altimétrique. L'eau quitte les points hauts vers les points bas. Comment pouvez-vous imaginer que nous sommes dans un pays où on a près de 1500 nouveaux cas de cancer par an? Et les autorités ne se... Non. Vous dites? Près de 1500 nouveaux cas de cancer par an en République du Bénin. Et ça... Des chiffres authentiques? On arrive... Non. Dites, des chiffres authentiques? Allez poser la question au ministère de la Santé. S'ils viennent me contredire, alors là, mettez-moi en prison. Je vous dis, et on n'arrive même pas à se poser la question de savoir quelle est réellement la cause de ces cancers-là. Nos autorités, ils le savent. Ils savent que la production du coton bourre nos cours d'eau. Ils savent que la SONEM n'a aucune méthode pour enlever ces molécules chimiques de l'eau que nous consommons. Les dispositifs qu'on nous a annoncés, il y a un appareil de filtrage, de mise à disposition. Vous souriez, pourquoi? Parce qu'on a eu ces données-là, ces données-là, aucun appareil n'existe actuellement pour faire le travail. Quel appareil de filtrage qui peut filtrer de microparticules, des particules qui ont la dimension même de noyau? Quel appareil peut filtrer ça? Dites-moi, je suis désolé. On reconnaît que le risque, bien qu'on ait un code de l'eau, mais dans le code de l'eau, vous verrez même qu'il y a une norme pour le glyphosate. En République du Bénin, l'eau que nous devons consommer. Mais dites-moi, est-ce que la SONEB, qui nous intoxique là, par ces pesticides-là, est-ce que la SONEB arrive à enlever ça? Il faut qu'on se dise la vérité. Allez au barrage d'Okpara, on a les preuves scientifiques là. Mais la population est intoxiquée de manière chronique. Et on ne peut même pas nous dire dans 5 ans, dans 10 ans, quel sera le niveau de pollution de ces cours d'eau-là. Est-ce qu'on va toujours... On se rappelle que sur la question, les gouvernants avaient entre-temps annoncé, puisque la gouvernance reste une continuité, que des dispositions étaient en train d'être prises pour amoindrir les risques liés à l'usage des produits toxiques. Les dispositions ont toujours été en train d'être prises. Quelles sont les dispositions qui ont été prises? Répondez-moi. Non, les contacts que vous avez eus avec les autorités devraient pouvoir vous rassurer des efforts qui ont été faits dans ce sens. Vous savez, au temps du président Yahi Boni,
il y a eu la proposition de la création du premier centre de radiothérapie pour traiter le cancer au Bénin. Tout à fait. On en est où aller à Calavi, c'est dans la brousse. Le groupe franco-luxembourgeois, qu'on appelle UNTEC, ce groupe-là, qui a signé la convention entre le Bénin et le Luxembourg et la France pour créer ce centre-là. Ils en sont où avec ça? Dans la brousse, vous dites? Allez, vous verrez que... Moi, si on descend avec nos caméras, on trouvera ça dans la brousse. Je peux vous donner le contact du représentant de ce groupe. Allez là-bas. Et c'est le premier centre qui devait traiter le cancer par radiothérapie au Bénin. Mais ça nous fait couler les larmes au même moment qu'on expose la population à ce risque de cancer et au même moment, on bloque la création de ces centres. Robin, comment est-ce que vous avez ces informations? Oui, par rapport au cancer, il faut avouer que, bon, c'est des informations que nous diffusons parfois, mais nous avons comme l'impression que jusque-là, nos acteurs politiques ne perçoivent pas encore la nécessité de protéger le citoyen consommateur. La nécessité de protéger le citoyen consommateur. Oui. Leur mandant, en peu de mots, vous dites qu'ils n'ont pas encore pris conscience? Non, mais attendez. Vous savez, l'OMS a recommandé, par exemple, que le budget pour la santé soit à hauteur de 15% des budgets nationaux. Allez voir le budget du ministère de la Santé au Bénin. C'est un cas patent. Il y a eu des enquêtes STEPS qui ont révélé en fait l'état du traitement ou bien l'état de l'avancement des maladies cancéreuses au Bénin. Mais c'est à vous dresser les cheveux sur la tête. Parce que, vous savez, c'est un drame. Le jour où on a fait ce rapport-là, mais les statistiques sont effarantes. Et malheureusement pour nous, c'est nos enfants qui en pâtissent le plus. Les cas d'hémopathie, les cancers de sang, c'est beaucoup plus avec les enfants. Et vous savez, là où c'est devenu préoccupant, bon, on ne sait pas à l'heure actuelle avec précision quelles sont les causes. Il y a une multitude de causes. Je vous rappelle par exemple que nous avons connu la question du pain, du bromate de potassium dans ce pays. Ça aussi, c'est devenu quoi? Parce qu'on n'en parle plus. Oui, on n'en parle plus parce que ça ne préoccupe pas le ministère de la Santé. Ah, donc on continue de prendre du pain avec bromate au Bénin. Mais à la date d'aujourd'hui, qu'on nous apporte la preuve que les farines de blé sont analysées, qu'on contrôle ce qui se passe dans les boulangeries et qu'on ne continue pas de nous servir. Ça nous attendait. Vous savez, il y a un élément simple. Dites, mais vous avez eu aussi des contacts avec les députés sur cette question en son temps? Vous savez, comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore des acteurs politiques qui comprennent ce que c'est que le développement. Sinon, nos députés... Non, je suis sérieux. Nos députés auraient été les premiers à se préoccuper de cette question. Parce que le ministre d'antan, Lazare Sepretor, s'était prononcé. Ça veut dire que même si nous, en tant qu'organisation de consommateurs, on peut nous taxer parfois à tort d'être contre des actions, mais si c'est un ministre d'un gouvernement qui pose le problème, ça veut dire quand même que ça pourrait être considéré comme une voie, à la limite même sacerdotale, pour l'exécutif. Et il a levé de la voix en son temps. Oui, mais qu'est-ce que les députés ont fait? Vous les avez jamais vus voter une loi ou demander au gouvernement de prendre des mesures pour pouvoir protéger? Donc, quand on prend tout cet ensemble, et c'est là où je dis que c'est préoccupant, c'est-à-dire quand vous voyez par exemple le cas du bromate de potassium, vous avez le cas des glyphosates, vous avez tous les produits OGM, malgré le moratoire qui existe, qui est supposé nous protéger, qui rentrent dans le pays, vous voyez ces biscuits. Ces produits à OGM, ça continue? Attendez, quand vous allez dans un supermarché, dans combien de supermarchés, sur combien de produits vous avez vu, c'est marqué ça c'est OGM, ça ce n'est pas OGM. Or, lorsque vous allez à l'international, les gens ne sont plus à l'étape du Bénin. La plupart du temps, c'est qu'il faut produire OGM pour produire massivement. C'est la massification de la production. Et donc, pour pouvoir avoir suffisamment de rendement, on va vers les maïs OGM, on va vers les pommes de terre OGM, on va vers les petits pois OGM, les pâtes alimentaires que nous consommons, les semoules qui sont utilisées, c'est OGM. En tout cas, on a du chemin à faire. Parlant de ce sujet. Oui, c'est pour dire que c'est suffisamment préoccupant pour qu'en pensant à l'effet l'effet cumulatif de tous ces produits que nous consommons, lorsque nous savons qu'il y a peut-être possibilité de trouver des formules pour ce qui est utilisé chez nous,
il vaut mieux en faire une question nationale, qu'on en débatte. Et moi, je crois que ça aurait même été stratégique pour le chef de l'État, le président Patrice Talon, de pouvoir dire cette question. Il faut bien qu'on trouve une formule, puisque quand vous prenez le coton, par exemple, dans lequel on utilise massivement le glyphosate, le coton, c'est ça qui génère beaucoup de revenus. Sinon, c'est considéré comme la première denrée de recette pour le pays. Donc, il vaut mieux réfléchir assez tôt par rapport à cette question pour trouver des formules. Sinon, ce serait quand même dommageable, non seulement pour le citoyen consommateur que nous sommes, mais aussi pour notre économie. Si éventuellement, il y avait un régime qui vient jouer, qui dit il faut arrêter. Donc, moi, je crois que si on prend les dispositions plus tôt, ça va plutôt être bénéfique pour tous. Oui, vous qui avez commencé à batailler trop tôt sur ce dossier, c'est aussi l'autre question. Le glyphosate, lui, il évoque un cas qui s'impose. Oui, le coton, on sait le rôle que ça joue dans l'économie nationale. Mais d'image, lorsqu'on arrive à indexer un produit comme celui-là qui joue un rôle de premier plan en ce qui concerne la qualité du produit qu'on a finalement et qu'il faut de meilleurs rendements et qu'on dit finalement que c'est toxique, il faut en arrêter. Quelle alternative possible? Ça, c'est une question que beaucoup se posent. Vous allez peut-être répondre avant qu'on ne revienne vers le rapport que vous entretenez, si possible, avec les députés, parce qu'ils ont un grand rôle dans ce combat-là. Oui. Est-ce qu'il y a d'alternatives lorsqu'on crie arrêt glyphosate, interdiction glyphosate, cancérigène, supposé cancérigène? Est-ce qu'il y a d'alternatives? Déjà, il y a beaucoup d'alternatives. Vous dites? Beaucoup d'alternatives. Beaucoup. Avant même qu'il n'y ait le glyphosate, d'abord on faisait le saclage. Le glyphosate, c'est un herbicide. Il paraît que le saclage, ça tue beaucoup de main-d'œuvre, ça fatigue. Voilà. Le rendement, c'est à long terme. On le veut tout de suite. Mais il y a les désherbeuses. Il y a les robots désherbeuses. Il y a aussi les robots désherbeuses qui sont transportables. Mais je vais vous dire, quel est ce pays-là au monde qui importe des pesticides sans payer de taxes? Depuis 1994, la période de dévaluation, on a autorisé... Depuis 1994, la période de dévaluation, on a autorisé des importateurs d'engrais de pesticides à ne pas payer de taxes. Où ça? Au Niger? Au Bénin, en République du Bénin. Allez questionner l'histoire. Et là où nous en sommes là, quand vous lisez le code des finances, 2018, allez lire. Si vous verrez si on a taxé le glyphosate. Vous dites, le produit dit désormais à la face du monde très dangereux. Que les autorités on l'amène, mais on ne perd rien même. Que les autorités viennent dire combien de taxes on paie pour ce glyphosate-là. Vous savez, j'ai été spécialiste des risques et catastrophes, et pour réduire cette situation de catastrophe, parce que quand les populations, 80%, 60% de la population va subir du cancer peut-être dans 10 ans, et que les autorités vont commencer par se regarder, vont même mentir pour dire que ce n'est pas eux. Il y a les mesures qu'on appelle les mesures de transposition du risque, qu'on appelle par exemple l'assurance risque en situation de crise. Si on ne paie pas de taxes pour ce glyphosate-là, dites-moi, est-ce qu'on peut créer des hôpitaux? C'est de l'enrichissement sur la mort. C'est pourquoi moi j'ai dit certains se sont enrichis sur la mort des populations. Qu'est-ce que vous dites là? Vous nous donnez des frissons, les téléspectateurs qui vous suivent là. Vous êtes sûr que sur du glyphosate au Bénin, il n'y a pas de taxes qu'on paie? Je vous dis, le glyphosate que nous importons en République du Bénin, je souhaite que nos autorités viennent dire combien de taxes on paie sur ça. Et pourquoi on ne le retrouve pas ça dans la loi des finances 2018? C'est vrai que la loi des finances est restée mieux là-dessus, mais bon, vous voyez, on est tellement emporté par les politiques, nous, hommes de médias aussi, compris que parfois on constate des choses, mais on manque de nous y attarder. J'avoue avoir constaté, mais ça n'a pas retenu mon attention. Outre mesure, Robin a Crombessi, des chiffres et des données que j'entends, je ne sais pas, vous savez tout ça? Oui, bon, on a suivi un peu quand ça a été détaxé. Mais voilà, nous sommes dans une république où apparemment, pour poser certains problèmes ou prendre certaines décisions, je ne sais pas si on étudie tous les impacts socio-économiques que cela peut avoir. Vous savez, quand on parle de développement durable aujourd'hui, c'est une question sensible et qui n'est pas du tout encore partagée par le peuple. Ce n'est pas du tout partagé parce que ça fait appel quand même à 3 notions fondamentales. Ça fait appel à l'économie, ça fait appel à l'écologie, et ça fait appel à la société. Donc, à chaque fois, on essaie de retrouver les points communs. Où est-ce qu'il faut agir pour que ce qui se fait profite
à la société, tout en maintenant l'environnement. Parce que, vous savez, quand on va prendre notre Constitution, en son article 27, c'est prévu que toute personne a droit à un environnement sain, durable, et que nous avons le droit de le protéger. Et l'État est le premier à avoir cette responsabilité de protéger l'environnement. Donc, à partir du moment où cette question environnementale se pose, je ne crois même pas que cela devrait faire objet ou on devrait faire écran à cela. Il vaut mieux parce que, vous voyez, quand on parle des hôpitaux aujourd'hui, vivement qu'à travers le PAG, qu'on puisse avoir des délégations de pouvoir, que ça ne coûte pas trop cher pour le consommateur et que finalement on ait des hôpitaux performants. Mais si on ne le fait pas assez tôt et que avec toutes les personnes qui souffrent déjà du cancer, vous avez bien vu le cas du petit gamin qui est décédé la dernière fois, l'État n'avait pas les moyens pour faire face. C'est pour cela que le petit est décédé. Donc, si pour un seul individu, l'État n'a pas les moyens pour le faire, imaginez pour 1500, pour 1 million. Et j'ai dit quand on va voir l'enquête STEPS, en réalité, on pourrait se réjouir de ne pas être atteint de cancer si seulement on a fait le dépistage. Donc, aucun Béninois ne pense qu'il est à l'abri. Tant que nous n'avons pas été fait le dépistage pour nous assurer que nous n'avons pas de cancer, nous sommes tous potentiellement cancéreux. Donc, la menace, elle est là. Non, la menace est là parce que dans tous les secteurs, on a pris tous les risques qu'il faut. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Vous savez, ça me rappelle la question de l'amiante. Quand on dénonçait en son temps, les gens disaient, ouais, parce qu'il y a toujours ces lobbies-là qui, pour protéger leurs intérêts, ne veulent pas qu'on ébruite. On a posé la question des rayonnements non ionisants de la téléphonie mobile. Pour l'instant, on nous dit, ouais, ce n'est pas très dangereux. Mais, vous savez, il y a eu des études. Et moi, je dis toujours... Et sans oublier les cas qui ont suivi. Les cas qui ont suivi. Oui. Quand on commence pas à détecter des réactions de l'organisme face à certains rayonnements ou face à certaines molécules chimiques, certaines molécules, il faut commencer par faire ce qu'on appelle prendre la mesure de précaution. C'est ce que recommande l'OMS. Et vous savez, l'OMS a péché. L'OMS a péché parce que, vous avez vu, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec les faux médicaments. Pendant 18 ans, l'OMS s'est tue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien du tout. Et vous auriez malheureusement, souhaité quoi de la part de l'OMS? Mais attendez, l'OMS aurait pu contribuer suffisamment à lutter contre des faux médicaments. En quoi faisant? Mais c'est les suprapuissances, les décisions qu'elles prennent. Elles peuvent arriver à prendre des décisions qui s'imposent à tous les États. Elles peuvent arriver à financer suffisamment la disponibilité du médicament, l'accessibilité du médicament pour le consommateur. Parce que les médicaments coûtent trop cher au Bénin. Dans les pays africains, le médicament coûte trop cher. Donc, c'est une porte ouverte. Donc, par rapport à la question du glyphosate aussi, l'OMS aurait pu commencer par se dire, vu la gravité, parce que les pays qui produisent le plus de coton, c'est les pays africains. À part quelques pays de l'Amérique centrale, on dit c'est le Mali qui est le premier ou le deuxième, je ne sais plus trop. Mais donc, on est de gros utilisateurs de ces produits. À partir de ce moment donné, pour protéger les citoyens consommateurs que nous sommes, l'OMS aurait pu trouver des formules pour accompagner et orienter les gens vers, par exemple, les alternatives. En entendant cette formule, sont directement concernés, comme vous l'avez souligné, les États à divers niveaux pour jouer à fond leur partition. Un fait quand même heureux qu'on a entendu de la bouche de Dayon Sou, c'est que l'une de ces alertes, celle relative au glyphosate, a eu un écho favorable dans les meilleur délai par le chef de l'État. Peut-être qu'il y a eu des blocages à des niveaux donnés. Vous avez parlé du cadre de vie, mais est-ce que vous l'avez relancé face à ce qu'on pourrait appeler blocage que vous avez rencontré, puisqu'il est le premier des élus? Vous savez, ce qui se passe avec ce dossier de l'agence, je vais vous dire du fond de mon cœur ce qui se passe, c'est que les gens vont dire que c'est parce que Dr Sow souhaite directeur de l'agence qu'il est en train de réagir. C'est d'ailleurs ce que Mme Adjovi Boko, si elle peut suivre l'émission, qui est avec le ministre, elle va raconter, même en privé. Moi, je dis,
mon objectif, ce n'est pas être directeur de l'agence. Mon objectif, c'est qu'on crée l'agence et que les hommes qu'il faut soient là pour agir, qu'on ne soit plus dans des situations de catastrophe comme ça. Donc en fait, c'est un problème de personnes. C'est un problème de personnes. Et ils ont transféré le dossier, une partie du dossier, en tout cas le courrier que le ministre m'a envoyé il y a 2-3 semaines. Ils m'ont demandé d'aller m'entendre avec l'agent national de la protection civile, alors que le ministre m'a reçu devant le directeur général de l'IGN et plein d'autres cadres. Et ensuite, c'est qu'on a fait des séances avec les Nations Unies, le PNUD, il y avait les ONG internationales, il y avait les autres institutions comme la NPC en question, et il y avait aussi le ministère de l'eau et autres. Ils sont venus, on a fait des propositions et après on m'a tourné en rond. Vous voyez comment on joue avec la vie des Béninois. Et quand vous m'avez parlé des politiques récemment, en janvier, j'étais au Parlement. Ah oui, je voulais revenir là. Oui. Et ça a donné quoi, justement? Je ne sais pas où on en est, franchement. Je suis l'initiateur, mais je ne sais pas où on en est. Mais ce que je sais, c'est que le gouvernement, en tout cas le chef de l'État, a eu la bonne foi en quelques jours de transférer le ministre. Et le ministre, en me recevant, a affirmé qu'il a reçu les instructions du chef de l'État de me recevoir. Je ne sais pas, on joue avec la vie des Béninois pour des questions d'ego. Est-ce que vous avez essayé un lobby au niveau des élus du peuple pour faire avancer le dossier? Parce que quand on suit, ce dossier paraît plus que brûlant. C'est au-delà de ce qu'on imagine. Beaucoup s'étaient dit que le Bénin, c'est bien loin de cette terre où ça fait des ravages. C'est comme si je suis éliminé. J'ai déposé la création de ce dossier-là avant l'histoire de la mort des poissons, de Tao là. Avant, vous savez que c'est moi qui ai lancé la lettre pour la rivière Clou. Et j'ai mobilisé 900 signataires. Le gouvernement a pris la décision d'arrêter l'industrie chinoise Huiken qui polluait depuis 15 ans et qui ne paie presque même pas de tasse. Oui, vous avez des choses qu'on entend à eux, ils sont. Voilà. On pollue, on ne paie pas de tasse. Donc, je vais vous dire, en toute sincérité, quand j'étais par exemple pour l'affaire du pauvre au Parlement là, je remercie les Djinokun, les organisations de la société civile qui luttaient contre la protection végétale, la ratification de UPOV là. Vous savez, quand j'y étais, je ne vais pas donner le nom du député, mais il y a un député de la majorité présidentielle qui disait le mieux c'est qu'on pollue d'abord, que les pays riches ont tout pollué d'abord avant de penser à l'environnement. Au nom de Dieu, c'est un agronome et ça m'a choqué. Il est député. Il est député. Élu du peuple. Ensuite, un agronome. Et membre de la BMP. Mon Dieu, sérieux. Parce qu'on va fouiller, on va s'approcher de lui. Parce que je vois un peu qui c'est. Ouais. Je préfère garder le nom. Oui, non, je vois, moi, qui c'est, avec ce profil-là. J'ai été choqué. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire devant lui, en sa présence. Je dis, le mieux, c'est de polluer d'abord. Il dit que le mieux, c'est de polluer d'abord. Je n'étais même pas le seul. Et ces mêmes députés vont souffler à l'oreille du ministre que UPOV va passer. UPOV, c'est quoi? On protège les céréales, on va protéger le manioc, tout ce qu'on avait comme diversité au Bénin. Et c'est des sociétés étrangères à qui nous, on va payer le brevet de mention avant que nos cultivateurs ne fassent leur culture. Et ça, on appelle UPOV. Et quand on rentre dedans, on ne peut plus sortir. Vous savez, depuis l'arrivée du gouvernement du président Patrice Talon, bizarrement, on n'a pas renouvelé le moratoire sur les OGM. On se demande pourquoi. Aujourd'hui, on est dans un virus juridique exceptionnel et vous allez retrouver des produits cancérigènes, des OGM cancérigènes, on les retrouve déjà au Bénin et personne n'en parle. Pourquoi on ne renouvelle pas le moratoire sur les OGM? Robina Kombessi, assez de dossiers pour la voix des consommateurs. Eh bien, je m'interroge là. Oui, là, on a les épaules pour porter tout ça. À ce niveau, vous avez parlé de lobby tout à l'heure, et manifestement, à croire que c'est des sujets qui dérangent des intérêts à des niveaux inimaginables. Si ceux supposés défendre et protéger les populations en sont arrivés à dire ce que vous avez entendu tout à l'heure, là, je ne sais pas s'il faut encore répéter ça, mais il faut d'abord polluer ensuite. Et devenir riche. Non, quand je disais tout à l'heure que nos acteurs politiques ne se préoccupent pas vraiment du développement, vous trouviez que peut-être c'était un peu fort. Tout à fait. Mais vous venez d'entendre. Parce que c'est grave. Vous savez, si c'était dans des pays sérieux, ce député aurait pu être rendu en justice, on aurait pu lever son immunité. Parce que c'est gravissime. Vous représentez des populations. Vous êtes supposé porter la voix, défendre les intérêts de ces gens. C'est un peu comme aujourd'hui qu'on me voit en train de soutenir qu'on pollue la rivière Clou. Mais je serai traduit en justice. Parce que je suis là pour défendre les intérêts des consommateurs. Je suis là pour défendre les intérêts des populations. Mais, vous savez, il faut que, d'abord, la communauté des intellectuels en griffe
commencent par comprendre ce que c'est qu'une association de consommateurs. Parce que la communauté des intellectuels. Oui. Pourquoi cette cible? Oui, j'ai dit en griffe, oui. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus des instruits, je voulais parler, parce que l'intellectuel, c'est autre chose que la définition qu'on en donne habituellement. Mais, vous savez, personne ne prend au sérieux les problèmes que nous soulevons. Personne. Personne ne prend au sérieux. Vous êtes sûr? Non. Autrement, nous, on n'allait pas vous inviter. Non, je vais vous dire pourquoi. Il ne suffit pas simplement de venir me dire après, ah, monsieur Akrombesi, vous parlez très bien. Je vous ai suivi la dernière fois à la télé, à la radio, ah, c'était très bien. Il faut mais demandez, oui, demandez à celui qui me parle qu'est-ce qu'il a retenu de ce que j'ai dit. On a fait ce test-là plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Quand je parle de la communauté intellectuelle, en fait, ce que je leur reproche beaucoup plus, c'est le fait de ne pas participer activement aux réflexions qui vont pouvoir apporter des solutions à ce que nous faisons. Vous voyez, voilà par exemple de belles études et de belles recherches qui ont été faites par la communauté scientifique, mais comme je l'ai dit, on ne travaille pas en synergie. Ce qui fait que les actions qu'ils ont menées, par exemple au niveau du Parlement, on n'était pas informés. On n'a pas participé. En tout cas, c'est aussi le miracle des plateaux comme les nôtres. Ça vous permettra désormais de poursuivre le combat ensemble. Mais alors, dans ce combat, c'est brûle-botte autour de la situation des populations de plus en plus laissées pour compte sur des questions de santé publique. Il paraît que les consommateurs ne sont pas toujours au rendez-vous. Quand j'ai annoncé ce sujet, beaucoup ont voulu savoir un peu de quoi ça retourne la composition. J'ai parlé donc de cette défense de la cause des consommateurs. Et quelqu'un dit, mais s'il vous plaît, si vous ne trouvez quelqu'un d'autre, ce sont eux qui sont à la base de nos valeurs. Quand il y a de ces voix-là, qu'est-ce que vous êtes tenté de leur dire? Il paraît que vous êtes les premiers complices des acteurs politiques. Bon, vous savez, vous reposez encore le problème que j'ai posé à l'entame de mon intervention. Est-ce que les gens comprennent ce que c'est qu'une association de consommateurs? Une association de consommateurs, c'est des pôles de compétences et d'expertise. Et vous voyez, pauvre informaticien dans mon coin, je ne peux pas être chimiste à la fois, je ne peux pas être géographe à la fois, je ne peux pas être juriste à la fois, je ne peux pas être tout à la fois. Donc, il faut bien qu'on ait ces pôles d'expertise qui, sur les sujets, définissent avec nous comment est-ce que nous allons évoluer. Vous savez, j'ai dû prendre une alternative la dernière fois. J'ai commencé par écrire à toutes les obédiences religieuses pour leur dire, voilà, je sais qu'au moins vous avez de la diplomatie pour poser les problèmes. Donc désormais, nous aimerions travailler avec vous pour que lorsque nous posons les problèmes, nous faisons l'arbre problème, on a les conséquences, nous avons les causes avec l'asso scientifique, eh bien, nous puissions trouver la formule pour poser les problèmes parce que très tôt, on nous traite aussi d'opposants. Alors que je n'ai jamais été accoquiné à un parti politique, je n'ai jamais été soutenu par un quelconque bailleur politique. On a toujours fonctionné sur fonds propres. Et donc, si on attend de nous de faire un miracle, ça va être impossible. Difficile. Sur le sujet actuel, il faut bien que nous ayons les moyens. Vous me permettez de dire ceci. On a cambriolé 2 fois le call center des consommateurs. Mais aujourd'hui, l'équipement que nous avons qui nous permettait de soutenir, d'assister les consommateurs, parce que quand ils se plaignent, nous intervenons auprès des sociétés en tant qu'interface pour résoudre leurs problèmes. Mais qui s'est jamais demandé comment on va faire pour rééquiper ce call center pour satisfaire les gens? C'est des préoccupations à prendre vraiment en compte, Robin Akrombesi. Ils sont à l'écoute des consommateurs qui veulent bien se sentir plus sécurisés et aussi accompagnés. Et pour ça, ils ont besoin de vous. Ils sauront vous renvoyer l'ascenseur. Sur le sujet actuel, comment l'ONG, la Voix des consommateurs, entend-elle accompagner le combat? Comme je vous l'ai dit, nous allons toucher à nouveau ces différentes obédiences que nous estimons pouvoir accompagner le plaidoyer que nous allons entamer, parce que là, il faut faire un plaidoyer en direction du gouvernement, en direction de l'Assemblée et aussi des partenaires techniques et financiers pour que ensemble on trouve une solution. Vous savez, j'ai toujours été convaincu de quelque chose, les peuples qui refusent de s'asseoir pour discuter des développements économiques de leur territoire, eh bien, on pourrait les taxer d'avoir une intelligence discutable.
Donc, nous sommes bien obligés, entre Béninois, de pouvoir discuter et de trouver les meilleures formules. Il ne s'agit pas de commencer par voir à travers ce problème parce que ça va être interprété de cette façon. Il n'y a rien à faire. De quelle façon? On pourrait penser que c'est une arme utilisée contre des gens X ou Y. Non, et donc, sujet a pris tellement d'ampleur que, bon, je n'imagine pas que les Béninois en soient encore à ce niveau. Oui, vous savez, on se connaît entre Béninois. Vivement que les approches soient tout autres. Oui, Brice Soro, à l'avenir et sur le sujet actuel, qu'est-ce qui pourrait être fait dans l'immédiat? D'abord, ce sujet, vous savez, tout se concentre vers le cancer. L'année dernière, j'ai été presque le seul à déposer un recours pour la loi portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin, dont l'article 54 ouvre les portes à l'enfouissement légal de déchets radioactifs provenant de l'étranger. Quelle a été la suite, justement? Irrecevable. Ensuite, cette loi a été promulguée. Donc, on peut tout envoyer, faire du Bénin un dépotoir. Je dis, il fallait reformuler parce que le Bénin veut utiliser le nucléaire à des fins pacifiques. Par exemple, dans les hôpitaux pour traiter le cancer, ainsi de suite, radiothérapie, utiliser ça en agriculture et autres. Si on utilise, c'est vrai, on doit savoir gérer nos propres déchets. Mais cet article ouvre les portes au lieu d'être strict, parce que c'est contre notre constitution. Au lieu d'être strict pour interdire tout enfouissement provenant de l'étranger, c'est que quand on enfouit et qu'on constate, tu vas payer jusqu'à 500 millions et puis ça, c'est fini. Alors juste ça. Ça peut entraîner le cancer sur des siècles. Voilà. Affaire glyphosate, comment faire pour pouvoir parer au plus précis? On ne peut rien sans la volonté populaire. Parce que nos politiques, c'est des politiques marchandes. Il faut le reconnaître. Il y a un député, j'ai appelé récemment, j'ai été obligé de déposer le projet de loi au Parlement qui pourrait régler ce problème-là de glyphosate. Je vais vous dire, il me dit actuellement, ce qui est urgent et préoccupant, c'est pas ça. Ah bon? Oui. Que la santé n'est pas préoccupante. C'est un député de la BNP. Il me dit, ce qui est préoccupant, c'est pas ça. Ce qui est préoccupant, c'est d'abord l'actualité sur la Constitution et sur les lois électorales et autres. Vous voyez? Donc, il faut bien que les populations se portent mieux pour pouvoir voter pour eux. Mais... non, vous le lui avez expliqué? Mon cher, est-ce qu'il a même le temps de m'écouter s'il ne finissent pas de réviser soit la Constitution ou soit d'aller revoir les autres lois? Sérieux. Robin Akombessi. Non, comme je l'ai dit, aujourd'hui, si les obédiences religieuses nous suivent, elles savent très bien qu'elles ont l'obligation aussi de protéger leurs fidèles contre toute forme de maladie. Et donc, c'est l'occasion pour tous les courants scientifiques ou autres de pouvoir conjuguer les efforts avec l'ensemble des ONG de la société civile qui interviennent sur ce segment de l'environnement pour que nous réfléchissions à un plaidoyer et que le gouvernement et l'Assemblée soient officiellement saisis pour qu'on trouve la formule. Je crois que dans un débat apaisé, les Béninois sont assez intelligents. Dans un débat apaisé, on pourrait bien trouver les formules. Il y a l'expertise qui est disponible. Ça va être en même temps votre mot de la fin, hein? Oui. Oui, et à propos, je voudrais me permettre de dire à mes concitoyens consommateurs que le combat que nous faisons, c'est le combat de tous. Donc, si vous pensez que c'est l'affaire juste de Robin Akombessi, de ses collaborateurs, ça va être très difficile. Si vous attendez donc de meilleurs résultats, il faudrait que vous adhériez à l'association. L'adhésion est libre. Il suffit de respecter un certain nombre. Merci Robin Akombessi. Ils sont à l'écoute. Ils sauront, comme je l'ai dit, vous renvoyez l'ascenseur, parce que quand on parle de santé, eh bien, personne ne veut se retrouver sur le lit, assister, mais plutôt assister les autres. Oui, quelle est votre ultime adresse par rapport à ce dossier? On se retrouvera sans nul d'autres sujets, parce que la santé, oui, on ne saurait la négliger. Ce qui me fait mal et qui est mon dernier mot, c'est que récemment, lorsque l'enfant de 9 ans mourait de la leucémie, on ne savait pas si peut-être c'était le glyphosate ou peut-être c'était des perturbateurs endocriniens dans son alimentation. On ne savait pas si c'était une exposition chronique à des rayonnements ionisants de haute tension ou à des rayonnements non ionisants. J'ai déposé un recours il y a 2 semaines à la Cour constitutionnelle pour ça, avec des preuves de l'OMS qui reconnaissent cette exposition chronique. J'ai fait une enquête sur 320 Béninois qui sont exposés. On a des troubles de mémoire, des maladies de Parkinson. On a des problèmes même sur la virilité, la fertilité masculine. Donc je vais vous dire qu'il ne faudrait pas qu'on attende ça, parce que je vais demander aux Béninois qui me suivent, quel que soit ton bord politique, as-tu les moyens de te faire évacuer en ce moment?
Aujourd'hui, c'est difficile et que ça touche le cœur parce qu'il y a quelques semaines, un ministre, je cache son nom, me disait « Mon épouse revenait donc d'une évacuation sanitaire. Et toi, mon cher frère qui me regarde, as-tu les moyens que ça touche ta conscience? » Merci, Nayon So Brice. Merci à vous, Robin Akombessi, que de l'émotion sur ce plateau. Vous avez compris, le sujet mérite qu'on s'y attarde. On reviendra sans nul doute au regard des développements que connaîtra ce sujet, sans nul doute qui nécessitera aussi la sortie des autorités pour rassurer les populations. 100% bénin, le numéro du jour s'est terminé. Cette citation de l'écrivain philosophe suisse Henri-Frédéric Amiel, je le cite, « La santé est la première des libertés et le bonheur en est la base. Aucun prix à dépenser ne saurait l'égaler. Autant en prendre grand soin. » Merci pour l'attention. À très bientôt.